Bien, bonjour à tous. Thierry Bedos, donc vas-y Jean, installe-toi. Je suis le responsable du pôle ressources national des sports de nature qui est placé auprès du CREPS Rhône-Alpes, donc pas très loin d'ici, en Ardèche, à quelques encablures de la Drôme. Je m'associe pleinement aux propos introductifs d'Antoine et vraiment remercier le département qui nous accueille ici. On est attaché au sein de l'équipe du pôle ressources et du ministère à faire en sorte que ces journées techniques alternent entre des présences sur Paris et puis dans les territoires qui sont un petit peu mobilisés sur les thématiques qu'on traite. Donc encore un grand merci pour les conditions d'accueil et puis surtout ça fait sens puisque vous êtes un territoire qui est aujourd'hui bien positionné sur cette thématique de pérennisation, de garantie d'accès aux lieux pratiques via les documents d'urbanisme. Donc comme l'a évoqué Antoine, au-delà du simple contenu, les enjeux de ces journées, c'est aussi de permettre la rencontre de différents réseaux. Donc là, en l'occurrence, sur l'urbanisme, on va dire qu'on part un peu de loin. On sait que localement, sur les territoires, et cet après-midi, il y aura des bons exemples, il y a des choses intéressantes qui se passent. Mais par contre, au niveau national, il y a seulement encore de nombreux ponts à créer entre le réseau d'urbanisme et le réseau des sports nature. Donc aussi remercier les collègues de l'urbanisme qui ont fait l'effort de venir s'intéresser à cette journée et qui devrait nous permettre derrière d'engager des travaux un peu plus ambitieux. Donc par rapport à la présentation qu'a faite Antoine, un petit peu la commande là, à laquelle on va répondre avec Jean, c'est de poser les enjeux de pérennisation des sites de pratique en matière de sport de nature. Et puis derrière, Madame Chauffour nous prendra les enjeux de l'urbanisme. Donc l'idée, c'est qu'on pose un petit peu le cadre chacun des côtés, et puis on aura, je pense, une bonne synthèse en fin de matinée sur quelques exemples, comment on peut articuler tout ça. Donc c'est sûr que les collègues qui sont déjà bien investis dans le réseau de sport nature, à travers mes propos, ce sera peut-être un petit peu des redites, mais voilà, l'idée c'est un peu de poser ce cadre. Alors, dans un premier temps, peut-être déjà s'attarder sur quelle est cette définition des sports de nature. Et on est de suite au cœur du sujet, puisque le législateur, en 2000, puisque c'est depuis 2000 que cette notion a été un petit peu définie dans la loi, a fait le choix de caractériser ces activités par les lieux de pratique. Donc, on parle un terme un petit peu techno, vous m'accorderez, donc des espaces, sites et itinéraires qui donc ont vocation à être support de pratique, alors aussi bien sur le domaine public que le domaine privé. Et donc le choix de la politique du ministère qui est partagé avec d'autres acteurs a été de dire on va rentrer dans les sports nature par la gestion des lieux qui en sont support, puisque les activités se renouvellent sans arrêt et finalement c'est pas tant l'activité en elle-même qui est importante, c'est plutôt comment on va gérer le site qui se retrouve derrière. Donc du coup c'est quand même au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Alors l'idée c'était de vous redonner là quelques repères pour essayer de cerner ce que représentent ces activités aujourd'hui sur le territoire national. Donc vous le voyez en haut, il y a une enquête qui est faite par le ministère tous les 7 ans sur les pratiques sportives des Français et on évalue à 25 millions de pratiquants de sport de nature. Donc de suite, voilà, on voit bien un petit peu quelle est l'étendue du phénomène et on verra tout à l'heure que ce sont des pratiques relativement douces, plutôt de randonnée et non pas des pratiques extrêmes. Donc qui sont des pratiques souvent à la limite entre le tourisme et le sport. Et les données sur les licenciés expriment assez bien ça, puisque vous voyez qu'en moyenne, si on fait un ratio rapide, c'est à peu près un pratiquant sur 10 qui est licencié, donc par définition beaucoup de pratiquants qui sont auto-organisés. Et malgré tout, même si on a une pratique qui est très fortement auto-organisée, ça a un poids non négligeable dans la politique sportive française, puisqu'en matière de résultats de haut niveau, on le voit sur les Jeux Olympiques, les Championnats du monde, une médaille sur deux, finalement, vient de ces résultats en sport de nature. Donc c'est un petit peu l'ambivalence de ces activités. Là où c'est intéressant par rapport au sujet du jour, c'est en termes d'équipements sportifs. Jean, tout à l'heure, nous parlera du recensement des équipements sportifs qui a été mis en place par le ministère depuis une dizaine d'années. C'est près de 60 000 équipements. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, qu'un équipement, ça peut être un secteur de voie escalade ou ça peut être une station de ski. Donc, vous voyez que la dimension d'équipement est relativement large. Par contre, ce qui est intéressant, c'est en termes d'itinéraire. Voilà, ça, je pense, c'est une belle caractéristique française. On a 200 000 km d'itinéraires aujourd'hui qui sont balisés, entretenus, soit par les collectivités, soit par les fédérations ou mixées. Et puis surtout, on le sait, depuis 2012, la France est redevenue la première destination touristique au monde. Les sports de nature sont une composante assez importante de cette attractivité touristique. Pour finir, pour cadrer un peu ce phénomène, en termes d'emploi, c'est relativement intéressant aussi, puisque sur les éducateurs sportifs qui sont déclarés, donc ça c'est une notion un peu juridique côté jeunesse et sport, mais lorsqu'on veut travailler de manière professionnelle avec un diplôme sportif, il faut être déclaré auprès des services préfectoraux, donc un peu plus de 80 000 personnes qui sont déclarées,
Et parmi eux, on a fait une petite enquête, il y en a 50 000 qui ont été actifs en 2015. Alors pour voir un petit peu la représentation cartographique de ces éducateurs, vous voyez que c'est intimement lié à la nature des lieux dans lesquels on se trouve. Tout ça est tiré par la montagne historiquement, les 4 départements alpins avec le ski et la moyenne montagne attirent beaucoup de professionnels, mais aussi, vous le voyez, quand même un développement littoral qui est assez fort, et après des zones encore un petit peu, on va dire, faibles au centre de la France, mais globalement, une assez bonne couverture géographique. Donc on voit bien dans les études qu'on fait sur l'emploi qu'aujourd'hui, les sports de nature restent pourvoyeurs de développement d'emploi malgré un contexte économique qui est difficile. Donc c'est aussi important dans les politiques publiques qu'on puisse leur assurer des lieux qui sont pérennes. Alors pour caractériser un petit peu plus précisément, on voit que ce n'est pas un phénomène qui est isolé au niveau international. Les graphiques sont en haut, c'est les résultats de l'Eurobaromètre. Donc l'Eurobaromètre, c'est de la statistique européenne qui est reproduite de manière récurrente, et notamment en 2009 et 2013, il y a eu un Eurobaromètre dédié au sport, et on repère que plus de 40% des sportifs européens pratiquent dans des zones de sport de nature ou des parcs. Donc voilà, c'est bien un phénomène qui est installé, et si on regarde un peu dans le top 6 des pratiques sportives des Français que vous avez en bas, on y retrouve la marche, la nage, le vélo, la course hors stade, le ski, donc des activités qui sont intimement des activités de randonnée, je dirais un petit peu au pluriel, qu'on retrouve dans le top des... Là, c'est sur l'ensemble des sports, hein, donc on est bien sur une dominante de pratiques sportives en nature, dans l'environ de la pratique sportive de manière globale. Donc, là, on est vraiment sur le sport qui se pratique par les Français. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on est quand même sur un phénomène social qui aujourd'hui pèse, et on a coutume de dire que les sports de nature aujourd'hui, tout indicateur croisé, ça représente à peu près un tiers du fait sportif français. Au-delà de ce fait sportif, ce qui est intéressant aussi pour les territoires, c'est de voir un petit peu les enjeux que ça représente. Donc, je ne vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus, mais sachez, on est en train de travailler au sein du pôle ressources du ministère un petit peu sur quantifier et qualifier ces enjeux que représentent les sports nature pour les territoires. Donc on a pris un chiffre rond pour faire un petit peu de com, donc les 10 enjeux des sports nature pour les territoires. Si on prend l'exemple par exemple de bien-être et santé, il est évident qu'aujourd'hui, l'effet combiné de la présence en nature et de l'activité physique, beaucoup d'études montrent que ça a un impact très positif sur la santé, aussi bien psychique que physique. Voilà, donc il y a des enjeux que les sports de nature peuvent porter, auxquels ils peuvent répondre. Pareil en termes d'urbanisme, si on parle de lien entre la ville et la campagne, comment on peut travailler sur des équipements sportifs de proximité avec peu d'aménagement, des voies de mobilité via des voies vertes, des choses comme ça. Donc il y a pas mal d'enjeux qui dépassent aujourd'hui la simple politique sportive, et en tout cas l'enjeu de pérennisation des sites de pratique, et donc qui pourrait voir dans l'avenir une meilleure intégration dans le document d'urbanisme, se justifie aussi parce que on est sur ces enjeux qui dépassent largement le cadre de la pratique sportive. Alors pour entrer un peu plus dans le détail, aujourd'hui, quelle est la réalité des compétences des différents acteurs institutionnels sur les sports nature? Vous le savez, le sport est une compétence partagée. Les dernières lois sur l'aménagement du territoire et la réorganisation de la République, la fameuse loi NOTRe, n'ont pas remis en cause cette compétence partagée, de la même manière que pour le tourisme et la culture. Mais par contre, la spécificité de notre champ, c'est qu'en matière de sport de nature, depuis 2000, il y a une compétence spécifique qui a donc été déléguée au département, dans la continuité de ce qu'évoquait tout à l'heure Antoine, les plans départementaux de promenade de randonnée créés en 1983. En 2000, le législateur a fait le choix d'élargir cette compétence, et donc ça reste aujourd'hui la seule compétence en matière de sport qui est fléchée sur une collectivité particulière et qui n'a pas été remis en cause par les dernières lois. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en accompagnement de cette compétence, le mouvement sportif a un devoir et des obligations, on va dire, en termes de normalisation des équipements sportifs, et la normalisation qui est mise en place par ces experts des fédérations sportives a valeur de loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une collectivité doit s'appuyer sur les réglementations fédérales si elles existent en la matière. Et puis nous, le ministère des Sports, on va dire qu'il y a une double mission, une mission régalienne de contrôle réglementaire en matière d'équipements sportifs, en matière d'éducateurs, en matière d'accueil collectif de mineurs des anciennes colonies de vacances, et aussi, ça c'est important, on y est attaché, une mission de développement, puisque au sein des services de l'État, aussi bien au niveau départemental qu'au niveau régional, mais aussi dans les fédérations sportives avec les cadres techniques, vous avez des
des cadres techniques qui sont en charge du développement. Donc une double mission de développement et d'organisation un petit peu plus régalienne. Alors si on rentre un petit peu en détail sur des choses qui vont vous concerner plus directement dans l'application d'accès aux lieux pratiques, malgré une liberté d'aller et venir qui est constitutionnelle, le fait que le sport soit reconnu d'intérêt général. En 1999, on a aussi le sport qui a été reconnu dans la loi d'orientation et d'aménagement du territoire, puisqu'on a eu 9 schémas de services collectifs, dont un 9e qui était dédié au sport. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, on voit bien qu'il y a pas mal d'éléments qui font que le sport, et le sport de nature en particulier, est bien reconnu d'intérêt général, mais il est limité classiquement par les choses qu'on retrouve dans tous les domaines. Le droit de propriété, qui est relativement fort en France, d'autant plus ici dans le sud de la France, on a un territoire qui est quand même relativement découpé, lié à son histoire rurale, et donc ça aujourd'hui ça reste un levier majeur sur lequel il faut travailler pour pérenniser les sites. Bien sûr, la cohabitation avec d'autres usagers, qu'ils soient récréatifs, par exemple, entre différentes activités, ou qu'ils soient entre des activités professionnelles et des activités récréatives. Et puis enfin, la réglementation, qui peut être soit d'ordre environnemental, ou pour des raisons de sécurité publique, de trouble d'ordre public. Donc, compétences qui incombent au maire, au préfet, voire aux directeurs de parcs nationaux lorsqu'on est sur des espaces un petit peu particuliers. Voilà, tout ça c'est pour un petit peu poser le cadre. C'est bien une activité d'intérêt général, mais qui retrouve certaines limites et l'objet des gens qui travaillent dans les conseils départementaux, notamment pour pérenniser ces sites de pratique, c'est de veiller à l'équilibre entre tous ces enjeux. Et ça va être un petit peu ce qui va nous animer aujourd'hui. Alors pour essayer de un peu mieux définir tout ça, en 2005, entre différents ministères, les acteurs du sport et les acteurs des collectivités, via l'Assemblée des départements de France, il y a eu une définition du développement maîtrisé des sports nature qui a été posée, puisque le législateur a mis en avant ce développement maîtrisé des sports nature, on pourrait dire un petit peu une forme de développement durable des sports nature. On a fait le choix de définir un petit peu mieux, ça illustre le schéma qu'il y avait avant, et donc concilier la pratique sportive nature, qui est une aspiration légitime, avec le droit de propriété, avec la protection de l'environnement et bien sûr avec les autres usagers. Et donc c'est ce qui nous anime au quotidien dans cette fameuse conduite du développement maîtrisé. Alors si on fait un petit peu d'histoire pour voir d'où on vient, Antoine l'a évoqué tout à l'heure, les premières lois de décentralisation sous le ministre Defferre, donc en 83, dans la première grande vague de décentralisation, il y a eu dès le départ une compétence confiée au département pour ces plans départementaux d'itinéraires de promenade de randonnée qui ont une valeur juridique qui est assez forte puisqu'ils sont opposables aux tiers, comme l'a évoqué tout à l'heure Antoine, pour garantir la continuité des itinéraires. Donc c'était un petit peu une première pierre qui après a été renforcée par des lois spécifiques à certains milieux. Si on prend par exemple la loi montagne en 1985 qui a mis en place des servitudes notamment pour permettre le développement des stations de ski. Idem en 86 sur la loi littorale avec des servitudes soit longitudinales, soit d'accès au littoral. Et puis la loi sur l'eau qui, elle, est allée encore plus loin, notamment en permettant une exonération de la responsabilité des propriétaires riverains des cours d'eau lorsqu'il y avait des gens qui naviguaient sur l'eau. Ce qui a été, à mon avis, très structurant et sur lequel je vais peut-être un petit peu m'attarder, c'est la préparation à la loi 2000 qui arrive sur Sport Nature. En 1999, il y a eu un gros travail sur la loi d'orientation sur l'aménagement du territoire, dont la vocation était de poser des grands principes pour l'aménagement du territoire à 20 ans. Et donc, dans ce qui a animé les travaux sur les services collectifs du sport, ça a vraiment été la définition sur les sports nature qui a été forte, notamment en mettant en avant la notion d'espace itinéraire qui est apparue là, et la nécessité de croiser tout ça avec les schémas des espaces naturels et ruraux, notamment dont sont issus aussi les ENS, par exemple, des départements, espaces naturels sensibles. Et tout ça a permis de mettre aussi en avant l'intérêt de ces sports de nature et de leurs lieux pratiques pour des territoires ruraux en termes de développement social et de développement économique. Ce qui nous a amené à la compétence du département. Donc on va essayer peut-être d'un peu plus illustrer, puisque depuis 2000, donc, les départements ont cette compétence pour favoriser le développement maîtrisé des sports nature, et avec deux outils qui ont été mis en place. Un outil qui est le DESI, donc le plan départemental des espaces et sites itinéraires, on va dire notre plan départemental des sports de nature, et accompagné d'une commission qui elle, a une vocation à animer les acteurs pour élaborer ce plan, qui est la DESI, donc une méthode, on va dire, un petit peu nouvelle autour de la concertation des acteurs, sous la responsabilité du président du département.
Alors, pour illustrer un peu ça, voilà, vous avez un petit peu cette commission qui est définie dans le Code du sport et qui a pour rôle d'élaborer et de préparer le plan départemental. Et classiquement, même si la loi ne le dit pas, mais en tout cas la réalité du terrain montre que c'est ce qui a été fait. On a 3 grands collèges qui représentent les acteurs dans cette GDESI. Il y a les acteurs directement impliqués dans la pratique sportive, qui sont essentiellement des comités sportifs, mais aussi des professionnels type brevet d'État, moniteurs, qui sont dans les sports de nature. Les autres acteurs, par exemple des gestionnaires d'espaces naturels, des chasseurs, des agriculteurs. Et puis enfin, les acteurs qui vont prendre les décisions in fine et qui représentent aussi des territoires, les élus et leur administration. Voilà, donc ce schéma, on le retrouve, on va voir tout à l'heure, dans une 60aine de départements, organisés en 3 piliers équilibrés. Et donc c'est vraiment le point fort un petit peu de ce dispositif qui a voulu mettre au cœur de la décision la concertation entre les différents acteurs. Si on fait un bilan rapide, donc ce qu'on a fait en 2013, après 10 ans de mise en œuvre de ces compétences, on a fait avec l'Assemblée des départements de France un bilan sur la mise en œuvre de cette politique. Juste pour donner avant un ordre d'idée plus quantitatif, vous voyez aujourd'hui 59 départements qui sont engagés avec des commissions, donc ce sont les départements qui sont en grisé, et parmi ces 59 départements, 37 d'entre eux qui ont voté leur plan. Alors, on différencie les deux parce que c'est vraiment 2 actes, on va dire, pour nous très différents. Mettre en place la GDESI, la commission, c'est peut-être un peu un acte politique et d'intention. Et on voit que le passage de la mise en place de la commission à l'élaboration du plan et l'intégration de dans le plan, là, c'est une phase technique qui est plus longue et des fois, ça peut être très, très long. Ce qui est quand même rassurant, c'est que ce qu'on constate sur les 3-4 dernières années, c'est que le délai entre l'installation de la commission et la mise en place du plan est de plus en plus court. Il y a une maturité aussi des départements qui a été prise là-dessus, qui fait que c'est de plus en plus efficace. En tout cas, on peut en faire une lecture variée. Moi, j'en fais une lecture plutôt positive, parce que quand on voit le contexte de ce que viennent de vivre les départements depuis 10 ans, on ne peut pas dire qu'ils ont été soumis à peu de contraintes, quoi, en termes de contraintes sociales, de contraintes financières. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas plaidé en faveur des départements, et malgré tout, ça se développe de manière forte, c'est GDESI, donc c'est aussi pour confirmer ce qu'on voyait un peu à la première diapo, qu'on est sur un fait social qui est pleinement installé et dont les élus ont pris conscience. Alors, pour entrer un peu plus en détail sur le bilan, on a essayé de poser quelques questions à la fin de ce bilan sur ce qui nous anime aujourd'hui, comment on pourrait améliorer la pérennisation des sites de pratique dans ce plan. Et ce qui ressort, par exemple, c'est que voilà, 88%, donc c'est énorme, des départements pensent qu'il faudrait rendre ce plan opposable, comme l'est aujourd'hui le PDIPR, où il y a une obligation, lorsque un itinéraire du PDIPR est supprimé, de proposer un itinéraire de substitution. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le DESI, donc une volonté des collectivités d'aller plus loin là-dessus. Une volonté aussi de soumettre à délibération communale, donc ce n'est pas le cas. Pareil, la circulaire de 88 impose, entre guillemets, au département pour le PDIPR de le soumettre à délibération communale. Ce n'est pas le cas pour le DESI. Alors pour autant, j'aurais envie de dire, même si la loi ne le dit pas, on sait que pas mal de départements le font, et tant mieux. C'est aussi un moyen de porter à connaissance ce plan qui est important vis-à-vis des élus. Il y a un débat sur la responsabilité civile. Tout à l'heure, j'ai dit que sur les pratiques nautiques, la responsabilité civile des propriétaires riverains était exonérée en l'absence de faute. Ce n'est pas le cas sur les espaces. Et donc aujourd'hui, vous voyez que les départements sont partagés. Pour la moitié d'entre eux, ils souhaiteraient qu'on puisse exonérer les propriétaires lorsqu'on est sur des sites qui sont inscrits au plan. Et puis enfin, pour entrer plus en détail dans ce qui nous anime aujourd'hui, vous voyez que 94% d'entre eux souhaitent que la loi permette d'intégrer le DESI au document d'urbanisme. Donc là, c'est un peu comme la délibération communale. J'ai envie de dire, n'attendons pas que la loi évolue. Je pense qu'on est capable, et vous le prouvez sur le terrain, dans les faits déjà de faire en sorte qu'on puisse articuler ce document, même si la loi ne l'impose pas. En tout cas, on verra qu'il y a des cadres qui le permettent. In fine, pour conclure sur les GDESI, on voit bien qu'on est quand même sur une certaine faiblesse de ce dispositif qui repose de manière très très forte sur le conventionnement. Et donc aujourd'hui, un des enjeux forts pour nous, c'est de dire ce GDESI il est reconnu, maintenant faisons en sorte de lui donner plus de force, et c'est vraiment l'enjeu de la thématique qui nous anime sur l'urbanisme. Pour compléter ce panorama, alors je vais passer vite, mais l'idée c'est que vous aurez les diapos et vous pourrez aller derrière, c'est juste montrer que la loi 2000, qui est dans le code du sport, elle a permis de déclencher pas mal de choses dans d'autres codes voisins qui permettent de renforcer la légitimité et la prise en compte des sports nature.
notamment dans le code de l'environnement, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a un traitement de responsabilité qui est particulier dans les espaces naturels protégés. Il y a une concordance avec les chartes des parcs naturels régionaux ou des parcs nationaux qui a été aussi mise en place. Il y a des éléments plus particuliers sur les randonnées motorisées ou Natura 2000. Voilà, donc le fait que la loi 2000 ait installé les sports de nature, ça permet aussi de le faire reconnaître dans d'autres codes. On le retrouve aussi dans le code de l'urbanisme, donc un article dont les collègues du département utilisent fréquemment, c'est celui sur les conventions, puisque l'article 113-6, donc anciennement le 130-5 pour ceux qui avaient suivi, dit que le plan départemental des espaces itinéraires doit être mis en place sur le modèle des conventions que peuvent passer les collectivités avec les propriétaires privés. Donc c'est le modèle qui est préconisé pour les sports nature. Il y a aussi des leviers financiers, puisque la taxe départementale d'aménagement permet de financer la pérennisation de ces types de pratiques. Et puis, alors ça c'est plus en clin d'œil, mais là les spécialistes de l'urbanisme pourront mieux nous éclairer. On a repéré par exemple qu'au niveau du plan local d'urbanisme, il y a un article qui permet de fixer des règles et des servitudes en faveur de tracés d'itinéraires piétons, cyclables, pistes ski. Donc vous voyez que déjà c'était quand même identifié dans les documents d'urbanisme la capacité à flécher des sites de sport de nature, et de manière identique dans ce qu'on appelle les directives territoriales d'aménagement, donc sont beaucoup plus vastes, on a une capacité à identifier des sites remarquables. Alors pour autant, ça existe. Maintenant, on voit que ces articles qui sont relativement anciens, la mise en œuvre est complexe. Donc je pense que c'est vraiment un des enjeux de la journée d'aujourd'hui, c'est de voir comment on peut se rencontrer entre ces deux réseaux et faire en sorte que ces appuis législatifs qui existent, est-ce qu'ils sont réellement utilisables? Peut-être pas. Ou en tout cas, s'ils sont utilisables, comment on va bosser ensemble pour arriver à faire en sorte qu'on s'y retrouve. De même manière, on retrouve ça dans d'autres codes, je ne vais pas rentrer en détail, mais au niveau du code du tourisme et du code des collectivités territoriales, on voit bien qu'il y a plusieurs codes qui ont intégré un petit peu la prise en compte des sports nature. Pour conclure, un petit peu les leviers et les perspectives que moi je vois dans tout ça, Antoine l'a évoqué tout à l'heure, la réforme territoriale aujourd'hui nous amène à travailler peut-être un peu de manière différenciée. L'accent a été mis énormément sur les départements, puisque c'est la collectivité qui est compétente sur les sports nature, et je pense à bon escient, on a outillé les départements, on les a renforcés, on a suivi, et eux ont bien joué le jeu de s'appuyer sur ces compétences pour avoir un outil qui est fort, qui est le BDESI, qui est reconnu. Mais maintenant, avec le nouveau couple intercommunalité-région, comment on peut travailler pour mieux prendre en compte ces sports de nature, et notamment le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité territoire, qui vient d'être mis en place, qui est de la compétence des régions. Voilà comment on va arriver à positionner les sports là-dedans, et les sports de nature en particulier. Donc il y a un enjeu, je pense, dans les schémas régionaux de développement du sport, qui vont se mettre en place aussi, de voir comment on peut arriver à intégrer des schémas qui sont prescriptifs et qui ont valeur d'orientation. Parce qu'aujourd'hui, le problématique de nos outils sportifs, c'est qu'ils sont très peu prescriptifs. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de leur donner une force qu'ils n'ont pas, mais par contre, comment on peut les intégrer dans des schémas qui, eux, ont cette force. Second point, on l'a déjà évoqué, s'appuyer aujourd'hui sur le BDESI. Nous, on fait en tout cas le pari que voilà, cet outil, il existe. Maintenant, il faut s'appuyer dessus pour aller tout loin. Et aussi le reste, mais je l'ai mis en parenthèse, que Jean l'évoquera mieux tout à l'heure. Là-dessus, je pense que c'est peut-être un peu faire amende honorable aussi. On n'a peut-être pas assez utilisé au sein du réseau Sport Nature l'inscription d'un site au recensement des équipements sportifs, qui est un outil de l'État et qui a une valeur aussi assez forte. Donc peut-être ce couple désir reste à renforcer. En tout cas, et ça pour en avoir discuté avec les différents ministères, il ne faut pas non plus, je pense, avoir trop de fantasmes. On a tenté le coup un peu en 2013, en début de mandature, de dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire évoluer le code sur le sport, la loi. Donc il y a eu un colloque au Sénat en novembre 2013, nombre d'entre vous étaient là, et on s'était dit, l'enjeu de ce colloque, ça pourrait être de sensibiliser des parlementaires pour faire évoluer la loi. Bon voilà, on s'est un petit peu, excusez-moi l'expression, cassé les dents. Donc aujourd'hui, on fait plutôt le pari de dire, à droit constant, comment on peut travailler pour améliorer les choses en améliorant un petit peu ces procédures et ces allers-retours. Et puis, je pense aussi peut-être qu'il faut qu'on change un petit peu de logique. Tout à l'heure, je parlais d'espace et sites itinéraires. On a peut-être une logique qui est très, très axée sur les équipements sportifs en tant que tels. Donc ça, c'est ce que va développer Jean aujourd'hui. Voilà, il faut arriver à renforcer cette notion d'équipement sportif. Mais en termes de lieux pratiques, il faut aussi peut-être plus raisonner à l'échelle des territoires et voir comment, par exemple, l'organisation d'une station sport nature ou d'un pôle pleine nature, c'est des mots un petit peu à la mode aujourd'hui. On voit que les commissariats de massifs, notamment,
mise pas mal là-dessus. Donc comment au niveau d'un territoire plus global qui veut se spécialiser sur le sport nature en termes de station ou de pôle, on peut repérer ces lieux pratiques. Et puis les logiques d'itinéraire, qui aujourd'hui sont très fortes, ces grands itinéraires. Donc je pense que voilà, c'est logique, il faut peut-être les aborder de manière différente. Et la manière dont on va intégrer les documents d'urbanisme va dépendre un petit peu de l'angle de regard qu'on va prendre. Est-ce qu'on est vraiment juste sur un site? Est-ce qu'on est plutôt sur un territoire intercommunal? Ou est-ce qu'on est sur un axe d'itinéraire qui, lui, a une valeur un petit peu différente? Voilà, en tout cas, encore une fois, remercier les acteurs de l'urbanisme, parce qu'on mise beaucoup sur cet échange et la prise en compte de ces sports nature dans les documents d'urbanisme pour renforcer la présence des sites de pratique. Donc, je vais passer la parole à Jean, qui va illustrer sur le recensement des équipements sportifs du ministère. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Thierry. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Jean Delabrusse. Je suis en charge de la coordination nationale de la mise en œuvre du recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratique, mise en œuvre donc au niveau de la direction des sports, du ministère chargé des sports, avec l'appui des services déconcentrés, DDCS et DRJSCS, qui relèvent donc du ministère chargé des sports. Alors ce que je vais dire d'abord en introduction, on va reprendre pas mal d'éléments qu'a déjà cité Thierry sur ce que dit le code du sport sur les équipements, les espaces, les sites et itinéraires de pratique, avec un axe de lecture un peu différent, à savoir qu'est-ce qui, au sens jeunesse et sport, et donc ce qui se traduit dans le code du sport, rapproche les ESI des équipements bâtis, dits bâtis traditionnels, et qu'est-ce qui les distingue. Donc pour ce qui les rapproche déjà, c'est le pouvoir réglementaire qui est accordé aux fédérations délégataires. Donc le ministère chargé des sports délègue une mission de service public à certaines fédérations pour organiser les compétitions et attribuer les titres pour les disciplines pour lesquelles ils ont reçu une délégation de service public. Et associé à l'organisation de ces compétitions, cette délégation confère aux fédérations un pouvoir d'édicter des règles et des classements des équipements, espaces, sites et itinéraires de pratique qui permettent de dire dans quel équipement va pouvoir, ou espace, site et itinéraire, va pouvoir se dérouler quel niveau de pratique. Donc là-dessus, sur ce point-là, il n'y a aucune distinction entre les fédérations sportives de sport de nature et les autres fédérations sportives. Donc toutes les fédérations ont ce pouvoir réglementaire d'édicter des règles qui permettent de dire dans quel équipement, espace, site ou pratique peut se dérouler quel niveau de compétition. Par exemple, la Fédération française de football a édicté la règle que pour jouer en première division, on ne peut pas avoir un terrain qui ne soit pas aux mesures réglementairement fixées par elle. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de distinction entre les équipements bâtis traditionnels et les ESI. Autre point qui rapproche les ESI des équipements sportifs dans le code du sport toujours, c'est l'obligation de déclaration du propriétaire en vue de mettre en œuvre le recensement des équipements sportifs. Donc là-dessus aussi, tout propriétaire d'équipements sportifs, mais aussi d'espaces et sites de pratique, doit en faire la déclaration auprès de l'administration en vue de la mise en œuvre du recensement des équipements sportifs. Il y a quelques petites particularités sur les ESI dont je vous parlerai plus tard. Et enfin, dernière chose dans le code du sport assez importante, c'est le droit de servitude de protection des équipements sportifs. C'est-à-dire que tout équipement sportif qui a pu être réalisé grâce, entre autres, à une subvention publique est protégé. On ne peut pas le supprimer sans passer par une procédure encadrée par la loi. Et ça, c'est aussi vrai pour les ESI que pour les équipements sportifs traditionnels. Maintenant, ce qui distingue les ESI des autres équipements sportifs, toujours au sens du code du sport, hein, donc de jeunesse et sport, c'est qu'une compétence propre a été accordée au département. Je n'irai pas tellement plus loin puisque Thierry l'a bien dit tout à l'heure, pour favoriser le développement maîtrisé des sports de nature. Ensuite, les ESI, et ça a été aussi rappelé tout à l'heure, le code du sport renvoie pour ce qui concerne les ESI au code de l'urbanisme et de l'environnement, notamment pour toutes les mentions relatives aux conventions à passer avec les gestionnaires pour fixer les conditions et modalités d'accès aux ESI. Voilà, les espaces, sites et itinéraires se trouvant sur des espaces assez découpés en termes de propriété, le code du sport et le code de l'environnement et le code de l'urbanisme prévoient les modalités de convention à passer pour que le sportif puisse accéder à son espace, à son site, à son itinéraire. Voilà, donc en résumé, je pourrais dire que de mon point de vue, au regard du texte, de l'esprit et de la pratique, pour moi, un ESI est un équipement sportif comme un autre, moyennant la prise en compte de certaines de ses spécificités et notamment des conflits d'usage qu'il peut y avoir pour les ESI.
Ensuite, pour ce qui est de la prise en compte des espaces et sites de pratique dans le recensement des équipements sportifs, alors peut-être que la plupart d'entre vous connaissent le recensement des équipements sportifs, peut-être pas, je vais aller très vite. Le recensement des équipements sportifs, c'est un recensement exhaustif de tous les équipements, espaces et sites de pratique de sport de nature qui vise à compter et à caractériser l'offre de lieux de pratique sportifs pour les Français en vue d'établir des diagnostics partagés et, in fine, d'orienter l'action publique en termes d'accès à ces équipements, à ces espaces et à ces sites. Et du coup, on compte et on caractérise les équipements, espaces et sites de pratique. C'est le cœur de mon travail. Je compte des piscines, comme je dis à ma fille. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je compte des piscines. Et toujours est-il que pour les espaces sites itinéraires, on distingue trois types de nature différentes. Les sites naturels aménagés et les sites artificiels. Les sites naturels sont des sites qui ne sont absolument pas aménagés, qui, juste de par leurs propriétés géographiques, ont des atouts qui font qu'il fait l'objet d'une pratique sportive avérée. Donc ça, c'est un site complètement naturel. Par exemple, un site de plongée n'ayant fait l'objet d'aucun aménagement spécifique est un site naturel. Les sites naturels aménagés sont des sites en milieu naturel, mais qui ont été spécifiquement aménagés en vue de la pratique sportive. On peut prendre par exemple un parcours de Via Ferrata qui est sur une falaise, donc en milieu naturel, mais qui a fait l'objet de l'ajout de certains aménagements pour faciliter la pratique sportive. Et enfin, on recense aussi des sites artificiels, complètement artificiels, c'est-à-dire qui ont été fait l'objet d'un aménagement spécifique pour la pratique du sport. Et on peut penser par exemple aux stades d'eau vive qui sont situés dans un lit de rivière qui a été artificiellement créé à cet effet. Voilà. C'est assez important pour nous d'avoir ces trois types de nature, et je pense que c'est aussi important dans le cadre du développement des pratiques sportives de pleine nature, de bien distinguer ces trois types de sites qui sont assez différents et qui permettent une action publique différente. Juste pour vous dire que les sites naturels aménagés et les sites artificiels seuls font l'objet d'une obligation de déclaration. On a considéré qu'un propriétaire d'un site naturel n'avait pas une obligation de le déclarer. Et par ailleurs, ça renvoie à une difficulté du recensement des équipements sportifs qu'on rencontre, c'est l'identification d'un site naturel comme objet de pratique. Et enfin, alors là, on y reviendra aussi plus tard, aujourd'hui, on a une difficulté méthodologique à compter les itinéraires dans le cadre du recensement des équipements sportifs, donc on ne les compte pas à ce jour. Et c'est une problématique, à mon avis, pour le développement des sports de nature qui repose en partie sur la connaissance des itinéraires, leur entretien et leur accessibilité au public. Plus particulièrement donc sur le recensement des équipements sportifs, pour savoir qu'est-ce qu'on va recenser, on a une nomenclature des types d'équipements, espaces et sites de pratique. On a 161 types d'équipements qui doivent être recensés. Parmi ces 161 types, on a 50 types d'équipements qui sont en fait des espaces et des sites de pratique de sport de nature. Et on utilise des fiches de renseignement sur les espaces sites spécifiques. Donc ces 50 types d'espaces et de sites de pratique sont caractérisés un peu différemment des autres équipements bâtis. Donc voilà, pour vous donner quelques exemples, on a les sites, les canyons, les équipements pour sauter élastique, les parcours acrobatiques en hauteur, etc. etc. Voilà, on a différents types d'équipements sportifs, et notamment ceux pour la pratique des sports de nature qui sont au nombre de 50. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on compte les équipements, espaces et sites, mais on les caractérise aussi. Pour nous, il est important de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière un équipement. Tout à l'heure, Thierry disait que la notion d'équipement est assez large, je dirais même qu'elle est très hétérogène. Quel rapport, vous allez me dire, entre un domaine de ski alpin qui pour nous est un équipement et une salle polyvalente qui sert aussi de salle de bal le samedi soir. Voilà, aujourd'hui, pour nous, c'est à chaque fois un équipement. C'est compté comme un équipement. Donc, au-delà du décompte, on a aussi leur caractérisation. Nos enquêteurs partent sur le terrain avec une petite fiche, un peu comme le font les enquêteurs pour le recensement de la population. Et dans ces fiches, on va avoir des variables communes à tous les équipements, espaces et sites de pratique qui sont recensés. Mais on va aussi avoir des variables qui sont spécifiques aux espaces et sites de pratique de sport de nature et des variables qui sont spécifiques à certains types d'espaces et sites de pratique de sport de nature. Donc, pour illustrer ça, par exemple, on a des variables communes qui portent sur l'identification de l'équipement, sa localisation, sa nature de l'équipement, les aménités associées, les usages, les utilisateurs, etc.
Pour ce qui est des sites de nature, je vous ai mis des exemples de variables spécifiques. Pour les équipements aquatiques, et spécifiquement aquatiques, on va renseigner si l'équipement est situé en mer, en lac ou en rivière. Voilà, pour illustrer un peu mes propos, comment est-ce qu'on caractérise les équipements et comment est-ce qu'on a des caractéristiques spécifiques au sport de nature. En voilà une, et en voilà une autre qui est importante, je pense, pour le développement des sports de nature. C'est qu'on cherche à savoir si l'équipement recensé est inscrit ou non au BDESI, afin d'avoir une articulation entre le recensement des équipements sportifs et les espaces qualifiés de remarquables par le département et par la BDESI. Une fois que tout ça est dit, sachez que vous pouvez accéder à ces données. Donc le recensement des équipements sportifs permet d'avoir un état de la connaissance de l'offre d'équipements sportifs en France, y compris sur les espaces et sites de pratique. Et ces données sont accessibles soit par un site public qui est en fait une interface de requête de la base de données. Donc ces avantages, c'est qu'il y a un accès public. Chaque variable est un filtre de recherche potentiel. Et vous avez des modes de restitution plutôt assez ergonomiques, soit par liste, par tableau, par graphique ou par carte. En revanche, le nombre de données à télécharger est limité sur ce site. Vous n'avez pas d'accompagnement métier des gens qui mettent en œuvre le recensement des équipements sportifs, soit moi au niveau national, soit dans chaque direction régionale jeunesse et sport, un correspondant. Et c'est un site, je dois bien le dire, qui est malheureusement assez peu intuitif. Il faudrait presque que je forme tous les acteurs qui veulent l'utiliser à son utilisation. Une autre solution pour vous pour accéder aux données, c'est de passer donc par les services du ministère chargé des sports, et je vous le recommande vivement. Dans chaque DR, vous avez un correspondant régional au recensement des équipements sportifs qui connaît cette base, qui participe à son alimentation et à son exploitation et qui peut vous y accompagner. Toujours, vous avez les mêmes avantages sur ce site que sur le site public. Le gros inconvénient, c'est que l'accès est restreint et il est limité au personnel jeunesse et sport. Et en même temps, pour moi, c'est un gros avantage parce que ça vous oblige à passer par une personne dont le métier est de connaître cette base de données et son exploitation. Encore une fois, c'est une grosse base de données, il y a 30 millions de données. Je pense que c'est bien de passer par quelqu'un qui la connaît pour l'exploiter. Et maintenant, je vais contredire tout de suite ce que je viens de dire. Vous pouvez quand même accéder aux données du RES, à l'ensemble des données du RES, par un téléchargement libre et gratuit qui se trouve sur data.gouv.fr. Vous avez accès à l'ensemble des données diffusables. Par contre, vous n'avez pas d'accompagnement métier. Et vous n'avez pas de modalité de restitution associée. Vous aurez des tables Excel et après, à vous de vous débrouiller avec. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de graphique, il y a juste des tableaux Excel. Voilà, parmi les restitutions possibles depuis le site grand public, on propose des restitutions sous forme de cartes d'analyse territoriale. Voilà, là par exemple, le nombre, je crois que c'est des ESI, je ne me rappelle plus, le nombre d'ESI, enfin d'espaces et sites de pratique par région. Alors vous verrez que c'est encore les anciennes régions, malheureusement. Bientôt, ça va être mis à jour en juillet. Vous avez des cartes de géolocalisation des espaces et sites de pratique. Donc ça, c'est accessible toujours au grand public. Vous avez également des restitutions sous forme tabulaire avec des répartitions par territoire, qui est un peu le pendant de la carte d'analyse territoriale que je vous ai montré tout à l'heure, mais sous forme de données. Et enfin, vous avez des listes d'équipements sportifs plutôt à utiliser sur des territoires plus restreints que sur la France entière, évidemment. Voilà, il y a quand même quelques limites aujourd'hui à l'utilisation du recensement des équipements sportifs, que ce soit en général, mais aussi plus particulièrement pour les sports de nature. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'absence des itinéraires. Donc on va travailler à voir comment est-ce qu'on peut les réintégrer au recensement des équipements sportifs. Je vous passerai le détail, mais en gros, on a une difficulté technique par rapport à la construction même du squelette de la base de données. C'est-à-dire que nous, on localise des points qui appartiennent à des communes afin de pouvoir avoir une approche territoriale de la connaissance de l'offre d'équipements sportifs. Or, par définition, un itinéraire est situé sur plusieurs communes. Je pense qu'il va falloir que si on veut intégrer les itinéraires, on inverse notre logique, qu'on rattache plutôt, qu'on aille compter un itinéraire et qu'on aille voir quelle commune s'y rattache. On a une complexité à identifier les sites naturels non aménagés. À partir de quand on va dire qu'une plage est un spot de surf? Bien malin qui saura le dire, donc il faut arbitrer. Il faut arbitrer, c'est pas facile pour les sites naturels non aménagés. On a dans le champ des caractérisations des ESI, on a une absence d'un certain nombre de caractéristiques qui sont propres aux ESI et qu'a rappelé tout à l'heure Thierry, les contraintes d'accessibilité, les conditions et conflits d'usage potentiels, les réglementations relatives à la protection de la nature, tout ça, on
on ne l'a pas mis dans le champ des caractéristiques des équipements sportifs et des espaces et sites, alors que je pense que c'est essentiel pour le développement des sports de nature. L'autre difficulté du reste, c'est que c'est une grosse machine qui évolue assez lentement, et du coup on a du mal à prendre en compte les pratiques émergentes et les types d'espaces et de sites qui sont associés à ces pratiques. Les évolutions sont très lentes, en même temps ça serait assez dangereux de faire évoluer en permanence une base de données pour avoir une lecture sur le long terme. Donc ça c'est une difficulté. Et enfin la dernière chose, c'est que c'est même pas une difficulté, c'est pas propre aux espaces, sites et itinéraires de pratique, c'est que le reste rend compte de l'offre, mais par contre on n'a pas franchement le pendant dans l'analyse de la demande, qui en matière de sport et encore plus de sport de nature est assez compliqué. Donc nous on ramène à la population d'un territoire pour imaginer la demande potentielle. On peut aussi regarder par rapport au nombre de licenciés, combien d'équipements sur un territoire par rapport à un nombre de licenciés, mais on ne qualifie pas la demande dite inorganisée ou non encadrée. Et du coup, une fois qu'on a fait l'analyse de l'offre, il reste le pendant, la confrontation, l'analyse de l'offre qui permet de confronter l'adéquation entre l'offre et la demande. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on a encore à progresser dans les années à venir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les équipements sportifs, espaces et sites de pratique. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Martin Citarella du comité départemental olympique et sportif de Seine-Saint-Denis, où je suis conseiller technique pour l'aménagement du territoire. Donc nous aussi, on essaye de faire en sorte que sport et urbanisme se rencontrent. J'avais une question assez précise sur l'article L302-3 du Code du sport que vous avez cité. Il parle d'équipements sportifs privés. Moi, j'ai lu la suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé. Et ensuite, l'article continue. Qu'est-ce qu'on entend exactement par suppression d'équipements sportifs privés, puisque vous aviez l'air de dire que ça pouvait concerner tous les équipements sportifs, y compris les équipements sportifs de nature. J'avoue attendre avec envie vos explications. En fait, on peut peut-être répondre à deux voix, mais je prends la parole parce qu'on a un exemple en tête. En fait, cet article du Code du sport permettait de protéger les financements publics sur un équipement appartenant à un propriétaire privé. C'est-à-dire que lorsqu'il y a plus de 20% du montant de l'équipement sportif qui a été financé par la collectivité et que c'est sur un terrain privé, il y a effectivement une obligation du propriétaire à laisser le site ouvert. Et donc, cet article-là permet de trouver des règlements pour imposer aux propriétaires le maintien en état du site. Pour autant, on a un exemple, je ne sais pas si c'est des collègues de la direction départementale de la Lozère, mais il y avait un équipement sportif d'escalade qui a été complètement équipé et financé par le conseil départemental sur le site des Baumes, qui est dans un site majeur dans les gorges de la Jonte. Le site a été équipé, pendant 2 ans ça a bien fonctionné. Il y a eu des problèmes de conflit d'usage en bas au niveau du parking du site. Le propriétaire, du jour au lendemain, a décidé de tout fermer. La collectivité a hésité par un moment d'attaquer justement le propriétaire pour se faire rembourser en partie cet équipement. Finalement, ils ont renoncé. La direction départementale de jeunesse et sport et puis le comité ont tout déséquipé. Mais voilà, s'ils étaient allés jusqu'au bout de la démarche, il y avait moyen de se retourner contre le propriétaire. Donc ça ne marche pas pour les collectivités publiques, parce qu'en fait, une collectivité publique, si elle investit sur son propre bien, entre guillemets, elle fait ce qu'elle veut. C'était plutôt pour garantir, lorsque la collectivité publique met de l'argent sur un terrain qui appartient à un privé. Ah oui, là-dessus, voilà, l'équipement public sur une propriété publique, le propriétaire, il est complètement souverain pour faire ce qu'il veut dessus. Oui, Julien Rebuffet, directeur du syndicat national des moniteurs cyclistes français. Je voudrais rebondir sur ce qui a été présenté par Thierry Bedos, là, sur la réglementation actuelle. Nous, ce qu'on remarque, c'est que la réglementation actuelle, elle ne permet pas d'investir, en fait. Elle ne permet pas d'investir parce que pour investir, il faut sécuriser effectivement l'investissement. Comme par exemple, quand on crée une piste de ski, il y a une négociation, c'est fait une fois. Il y a peut-être un dédommagement, mais cette négociation, elle n'est pas remise en cause du jour au lendemain par un propriétaire qui d'un seul coup ne veut plus pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et en gros, nous, ce qu'on remarque, en tout cas à l'échelle du vélo, hein, le secteur qu'on connaît le mieux, le VTT, c'est qu'il y a besoin de... Enfin, le réseau de sentiers actuellement souffre beaucoup.
il est à bout de souffle, hein. C'est un réseau, c'est un héritage, hein, c'est normal qu'il s'use. Et on a besoin d'investir pour reconditionner les sentiers ou pour créer aussi ceux qui étaient à Newcastle ou ceux qui ont pu aller faire du VTT à l'étranger. On remarque qu'il y a des trail centers qui se développent. Alors là, c'est des sentiers qui sont créés de A à Z, mais qui sont créés avec les techniques modernes. Donc c'est des sentiers durables, des sentiers qui ne s'usent pas, où l'érosion est prise en compte. Et bref, c'est des sentiers qui coûtent cher à créer. Et en France, on a tous les savoir-faire pour les créer, mais on n'en fait pas. D'ailleurs, les acteurs français qui sont sur ces marchés-là travaillent beaucoup à l'étranger, en Suisse, en Norvège, en Suède, et pas en France. Et ce qu'on a vraiment repéré, c'est que personne, que ce soit une collectivité, un privé, même une fédération, pour faire une piste de VTT descente, par exemple, personne ne va investir sur un simple conventionnement qui peut être remis en cause du jour au lendemain. C'est comme construire sa maison sur un terrain dont on n'est pas propriétaire. Le jour où le propriétaire ne veut plus qu'on soit sur son terrain, comment on fait? C'est pas possible. Et donc là, on arrive sur des situations où l'investissement est bloqué. Et derrière, est bloqué parce que quand on met 100 000, 200 000, 1 million d'euros, c'est pas pour que dans 5 ans, on nous dise faut enlever tout, ou on passe plus, votre super sentier qui a coûté une fortune, c'est à la poubelle. Ça, c'est pas possible. Et c'est le cas actuellement. Donc, j'ai entendu qu'en 2013, on s'est cassé les dents, mais il faut pas lâcher l'affaire là-dessus, hein, parce que derrière, il y a le développement touristique, économique, première destination sport nature, mais pour combien de temps? Quand on constate que l'offre, très rapidement, l'offre, elle se détériore. Nous, on le voit, on l'a encore vu hier en allant rouler tout près d'ici, des GR qui sont fermés par des propriétaires. Derrière, on prend la route. Et quand on prend la route, c'est le produit commercial, c'est ce qu'on vend, le tourisme, qui se déprécie. Et derrière, c'est des emplois qui ne sont pas créés ou qui sont perdus. C'est de l'économie. Et je pense que l'angle d'attaque de l'économie est un angle d'attaque qui peut avoir de l'écho, surtout en ce moment, en période de chômage, de crise. Voilà, donc sur la loi montagne qui est révisée en ce moment, on porte une mesure qui est en fait une extension de la servitude montagne qui marche l'hiver, qu'on puisse l'utiliser aussi l'été, pas pour passer en force, mais bien pour sécuriser les investissements. Il y a 10 ans, honnêtement, on nous rigolait au nez. Aujourd'hui, il y a plus d'écho des politiques. Alors, il ne faut pas rêver. C'est pas parce qu'il y a plus d'écho que ça va arriver, mais il ne faut pas lâcher le morceau. Et si on pousse tous fort, on peut peut-être y arriver. C'est une mesure ambitieuse. Mais voilà, les remontées mécaniques, DSF par exemple, voient ça maintenant d'un autre œil. L'air du temps montre qu'il ne faut pas mollir, quoi. C'était un plaidoyer. Oui, c'était un plaidoyer qui peut appeler de nombreuses réactions. De manière globale, je pense que si on est là aujourd'hui, c'est pour répondre à une de tes aspirations. Hein. Comment on fait en sorte de dépasser le stade actuel de sites qui tiennent effectivement sous des conventions qui sont relativement faibles et d'aller vers des outils un peu plus solides. Donc une des hypothèses qu'on a tracées, c'est effectivement l'intégration dans les documents d'urbanisme. Je te rejoins sur l'aspect économique. Je pense qu'on est pas mal à travailler dessus. On a de plus en plus de données sur effectivement les retombées économiques de ces activités. Un choix a été fait au niveau du ministère et au niveau du pôle ressources de plutôt travailler sur les retombées économiques à l'échelle d'un territoire. En gros, pour être schématique, le territoire qui est maître d'ouvrage d'équipement, et on n'a jamais travaillé sur le poids économique des sports nature en France. Ça évolue puisque le 9 juin dernier, les ministres Macron et Caner ont présidé le Conseil national de l'économie du sport et ça a été voté le 9 juin dernier que les sports de nature étaient intégrés comme un item à part entière repéré dans l'économie du sport en France. Et donc notamment, ça a certainement débouché sur des outils un peu plus macro qui vont essayer d'élaborer quel est le poids de ces sports nature en France. Pour venir plus en détail sur les outils que tu as évoqués, voilà, on a une position qui est un peu plus réservée parce que effectivement, il y a des outils tels que les servitudes. En montagne, je vous rappelle, le Code du tourisme qui a été révisé en 2008 a déjà élargi la servitude qui était affectée aux pistes de ski pour l'ensemble de l'accès aux ESI tels qu'ils sont écrits dans le Code du sport. Malgré tout, on sait que ce sont des outils très 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 complexes. Si je prends l'exemple des sites nordiques qui depuis 1985 et loi montagne bénéficient de l'usage de la servitude pour les pistes nordiques,
quand on parle de Nordic France, on a 0 exemple de servitude mise en œuvre pour l'ouverture des pistes de ski de fond. Donc voilà, c'est un outil qui est intéressant, qui est peut-être aussi un outil un peu incitatif, qui est un peu une menace, mais dans les faits, finalement, il est peu utilisé. Alors voilà, on est partagé. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à inventer de nouvelles servitudes pour les sports nature? Pareil, en 2000, le législateur avait mis une servitude sport de nature dans les GDESI. Elle a été éliminée 6 mois après. Voilà, donc on sait que c'est des outils qui sont quand même à double tranchant et finalement qu'on est peu enclin à mettre en œuvre derrière. Malgré tout, sur le fond, on est d'accord, il faut travailler sur la valorisation économique de ces activités et il faut travailler sur la conciliation du dispositif actuel qui est trop faible avec le simple conventionnement. J'ai une question Les là-bas. juristes devant, là, peut-être qu'ils vont pouvoir apporter des réponses Valérie, vas-y, et précises. puis après, Pierre. Oui, bonjour, Valérie Lecurieux, responsable des itinéraires à la Fédération de la randonnée. Je voulais tout d'abord effectivement réagir par rapport aux propos précédents, ou plutôt le compléter ou l'appuyer sur un aspect par rapport à la pérennisation de l'accès aux itinéraires. De nombreux itinéraires, il a été cité les GR, mais il n'y a pas que les GR, mais en l'occurrence la grande itinérance emprunte de nombreuses propriétés privées. Et c'est bien le souci, effectivement, de pouvoir pérenniser ces itinéraires qui évoluent. Alors, l'évolution est parfois nécessaire, bien sûr, mais parfois contrainte par rapport à la dénonciation d'accès par les propriétaires et l'obligation, effectivement, de trouver un cheminement de substitution qui n'est pas forcément celui que nous souhaitons, les routes, en l'occurrence. Et qui donc fait perdre de l'intérêt aux itinéraires concernés. Donc c'est vrai que c'est un problème global et certains itinéraires, par voie de conséquence, perdent vraiment de leur intérêt. Ceci étant, mon intervention, c'était aussi par rapport à ce qui a été dit pour le RES et le fait justement que les itinéraires ne sont pas intégrés au RES. Alors ça, c'est une problématique que je connaissais parce qu'on en avait parlé, pas forcément, j'étais pas forcément la personne de l'époque sur ce dossier, mais je savais que ce problème existait, ce problème méthodologique. Néanmoins, il y a quelque chose qui m'étonne dans le sens où, sauf erreur de ma part, il y a une convention qui existe entre nos deux organismes et du coup on livre, je crois, annuellement des itinéraires. Alors c'est l'aspect non pas quantitatif certes, mais plus qualitatif. On livre les GR et les PR qui sont labellisés. Et donc je m'interroge sur finalement ce qu'ils deviennent, ces itinéraires, puisqu'on les livre dans le cadre du RES. Oui, alors j'ai été incomplet sur la prise en compte des itinéraires dans le cadre du RES. Nous recevons bien de la Fédération française de randonnée pédestre tous les ans les itinéraires, les grandes randonnées, les petites randonnées, qu'on ajoute en fait à notre cartographie. Donc en fait on a une représentation cartographique des GR et des PR de ce que nous livre la Fédération française de randonnée pédestre, et on a le nombre de kilomètres par commune de sentiers recensés par la fédération. Voilà, mais effectivement, on n'a pas un décompte quantitatif par territoire du nombre de sentiers accessibles. Voilà, donc effectivement, nous, on ne le recense pas. Par contre, on a une convention avec la Fédération française de randonnée pédestre qui nous permet d'accéder à un certain nombre de données qu'elle nous donne. Oui, Pierre-Paul Dana, je suis juriste et donc je connais très mal la problématique des équipements sportifs. Mais je présume que l'essentiel des équipements sportifs traditionnels relèvent du domaine public et que les interventions là-dessus sont des travaux publics. Or, lorsqu'on peut se poser la même question en ce qui concerne les équipements de pleine nature, tout au moins lorsque ça appartient au domaine privé des collectivités territoriales. Frédéric Roux avait déjà évoqué cette question-là dans sa thèse. Un certain degré d'équipement et d'aménagement, ça devient du domaine public. Et à ma connaissance, alors le Code général de la propriété des personnes publiques a tenté de revenir là-dessus, a tenté de limiter la domanialité publique. La jurisprudence est en train de revenir là-dessus. Et c'est une question particulièrement intéressante parce que, par exemple, sur les sites d'escalade ou sur les sites de canyon, un certain degré d'équipement, ça devient du domaine public. Et comme vous le savez, le domaine public a une affectation et cette affectation est extrêmement rigide.
pour revenir sur l'affectation, ça demande une démarche assez lourde. Est-ce que vous avez exploré cette piste? Oui, donc, franchement, la jurisprudence, elle est connue, et notamment un cas d'escalade qui est classiquement utilisé. Mais c'est vrai que ce n'est pas une piste qui a été réellement poussée, donc certainement peut-être à voir et à noter. Ouais. Ok, je vous propose une dernière question, Sandrine Carme, et après il faut qu'on enchaîne si on veut respecter le timing, sachant qu'on aura une demi-heure à la fin de la journée pour revenir, voilà. Mais il faut qu'on respecte le timing. Question courte, Sandrine. Oui, donc Sandrine Carme, département du Tarn. Je voulais revenir sur le RES. Nous, on n'est pas un très bon élève parce qu'on n'a pas inscrit, déclaré au RES les sites de sport de nature. Et je voulais savoir quel intérêt on aura à le faire, comment sont utilisées ces données. Est-ce que ça nous aiderait dans la pérennisation de nos sites de pratique? Alors déjà, je tiens à vous rassurer, vous n'êtes pas le seul mauvais élève à ne pas déclarer son équipement sportif. On a encore un exemple de loi qui n'est pas forcément suivi des faits, à savoir l'obligation de déclarer un équipement sportif. À côté de cette obligation de déclaration, on a une action volontariste du ministère chargé des Sports de vérifier les données du RES périodiquement. Donc c'est vraiment l'action de nos enquêteurs qui permet aujourd'hui l'alimentation du RES d'une façon générale. Quel est votre intérêt? Je ne pense pas personnellement que être dans le RES permet de pérenniser une installation, un équipement existant. Par contre, ce que je pense, c'est que la connaissance de l'existant permet de réaliser des diagnostics fiables et d'orienter au mieux l'investissement en matière d'accès aux équipements sportifs. Pour moi, le RES, c'est un outil décisionnel en matière d'investissement public en équipements sportifs, espaces et sites de pratique. Donc je dirais être dans le RES ne pérennise pas, ne sécurise pas l'existence d'un équipement. En revanche, sa prise en compte permet de mieux orienter l'action publique. Ok. Mais je veux bien juste compléter un petit peu. Je pense que Jean est un peu modeste sur la portée de l'outil qu'il anime au quotidien. Parce que le fait d'avoir un site inscrit au RES, on a vu tout à l'heure, ça entraîne l'obligation de déclaration par le propriétaire d'aménagement, et ça entraîne la question qui était posée tout à l'heure sur la pérennisation du site lorsqu'il y a du financement public. S'il y a du financement public, le site est inscrit au RES, il est reconnu comme un site officiel, et du coup ça enclenche un devoir de compensation qui n'est pas forcément le cas si le site n'est pas inscrit. Donc voilà, c'est peut-être pas un outil de pérennisation directe, mais je pense que c'est un passage qui permet d'aller vers la pérennisation. Et après, dans les documents d'urbanisme qu'on va voir aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis pas du tout spécialiste du domaine, mais c'est à voir avec les collègues. Peut-être que le fait d'avoir une identification d'un recensement qui est porté par l'État, ça peut aussi avoir un rôle intéressant dans la prise en compte et le porter à connaissance lorsqu'on est dans les démarches d'inscription des documents d'urbanisme.